Dernière carte blanche, j'appelle Antoine Cornujols à me rejoindre. Antoine, il est professeur en intelligence artificielle et machine learning à l'Université de Paris-Saclay, AgroParisTech, INRAE. Il est aussi, je ne suis pas sûr du titre, on va dire directeur scientifique, professeur titulaire de la chaire à Alliance Harvest, une chaire consoeur, on va dire, d'AgroTIC, qui regroupe, voilà, qui est pilotée notamment par Télécom Paris et AgroParisTech et puis des partenaires privés. Et Antoine, là, l'idée, c'est avec toi de se poser une question toute simple. Est-ce que l'IA générative sera le conseiller de demain? Est-ce qu'on aura des LLM dans les champs? Oui, donc bonjour à tous. Comme vous voyez, c'est des transparents qui n'ont pas été faits par ChatGPT, sinon j'aurais mis mon nom et mon appartenance, mais heureusement tu l'as rappelé. Alors, je vais me poser la question effectivement de positionner IA classique et IA générative, et puis de voir quelles sont les questions qui se posent à la fois sur l'IA générative elle-même, et puis évidemment dans le contexte de l'agriculture. Alors, IA classique et IA générative, moi, je vais commencer par IA classique. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. Voilà des exemples. On peut chercher à compter des plantes à partir d'images de drones, identifier des adventices, savoir regarder comment elles se multiplient, comment elles se diffusent dans les champs. On peut aussi... Ah, je vois qu'il y a des... Ah, mais il y a des images qui ont disparu. Alors, il y avait une autre image à droite qui était le comptage de ruminants à partir de drones. On a vu des images ce matin où on a des moutons et on cherche à les compter. Ensuite, prédiction de boiterie. Alors, j'espère que toutes les images n'ont pas disparu ici. Bon. Alors, prédiction de boiterie. Par exemple, dans notre équipe, on le fait de manière assez classique avec des colliers avec des accéléromètres. Et on va mesurer l'évolution des accéléromètres, des séries temporelles et voir si on peut détecter effectivement des signes précurseurs de boiterie chez les animaux. Comme on l'a vu ce matin, on va aussi vers l'analyse d'images. Donc, on a effectivement dans les fermes des caméras qui permettent de regarder et d'identifier les animaux, de suivre leur trajectoire et là aussi d'essayer de voir s'il y a une boiterie qui peut arriver. Et puis, quelque chose de nouveau aussi, c'est qu'on essaye d'identifier des graphes sociaux, c'est-à-dire qu'on mesure la distance entre les animaux et on essaye de voir si des animaux qui ont certaines pathologies ont tendance à se rapprocher ou au contraire à s'éloigner d'autres animaux. Donc voilà, vous avez, toutes les images ont disparu. C'est en train d'être réglé. C'est pas très grave, tant pis. Alors, si je fais un plan un peu, là, à nouveau, c'est pas très... On l'a évoqué depuis ce matin. Donc l'IA classique en agriculture, on a vu la gestion des cultures, prédiction de rendement, et en particulier, c'est vrai que prédiction de rendement à moyen et long terme va être un problème avec le changement climatique, détection de maladies, détection d'insectes ravageurs, identification de facteurs liés à la qualité des cultures. Bon, tout ça, ça devient finalement assez classique. Gestion de l'élevage, on a vu avec le suivi du bien-être des animaux. Gestion de l'eau, prédiction de l'évapotranspiration, c'est un gros problème évidemment actuellement. Ah, c'est pas grave. Non, c'est bon, j'espère que... Et puis la gestion des sols, température, humidité, richesse en micro-organismes. Bon, tout ça, ce sont donc des applications dont on a parlé. Et ce qu'elles partagent, ces applications de l'IA classique, c'est qu'il y a à chaque fois une tâche prédéfinie, des entrées et des sorties qui sont identifiées, et puis un ou des critères de performance qui sont clairs. Et donc on peut mesurer la qualité, et l'apport de ces méthodes, et puis on peut les comparer entre elles, jusqu'à un certain point, parce que chaque constructeur les teste sur ses propres données, et parfois la comparaison n'est pas évidente. Mais enfin, en tous les cas, a priori, on a ça. Alors maintenant, du côté de l'IA générative, comment ça se passe? Alors là, j'ai pris un exemple qui m'a été donné par Clément Alain de Lidl. Il a soumis une image de cette manière-là, comme celle-ci, et puis il a posé la question, j'ai l'impression que ma vache a un problème, peux-tu poser un diagnostic et me dire ce qu'il faut faire? Et quand on pose ça à ChatGPT, par exemple, voilà ce qu'il... Alors ça, c'est une sous-partie de son texte, d'après la photo que vous voyez, etc. Et puis, je ne vais pas vous la laisser lire complètement, mais ce qui est intéressant, c'est que le système va donc faire quelque chose en langage naturel et va parler de causes, de traitements et de moyens de l'éviter. Et vous voyez que la question était très ouverte. Peux-tu poser un diagnostic, me dire ce qu'il faut faire? Et lui, il va effectivement faire quelque chose de construit. Qu'est-ce que c'est que les causes? Qu'est-ce que c'est que le traitement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter à l'avenir? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir si on compare donc du coup IA classique et IA générative? Eh bien, d'un côté, on a donc, je l'ai dit, chaque problème, un entraînement spécifique, une question, une réponse et des outils d'évaluation. De l'autre côté, un pré-entraînement massif sur des données indépendantes du problème, on va y revenir, et donc ce qu'on appelle un modèle de fondation, des interactions continues avec le système et multimodales,
et impromptu aussi, ça peut prendre la forme d'un dialogue. Et enfin, pas d'outil d'évaluation rigoureuse, ce qui va être une question sur laquelle on va revenir. Alors, comment marchent les LLM? Parce que finalement, au bout du compte, alors je ne vais pas rentrer du tout dans la technique, du tout, mais juste pour dire finalement d'où ça vient, globalement, ce qui est impressionnant, c'est que ces systèmes-là, à la base, ils apprennent simplement à prédire le token suivant, ou disons le mot suivant dans un texte. Donc on les entraîne sur des textes, des milliers de milliards de textes, et puis un énorme système dont j'ai essayé de figurer à droite, là, avec des centaines de milliards, voire des milliers de milliards de paramètres, donc des réseaux de neurones profonds, vont finalement essayer d'apprendre à prédire le token suivant à partir de données massives. Et donc, ça apprend des régularités sur des bases de données immenses. Ça encode ce qui a été exprimé, et je reviendrai sur cette question de l'expression numériquement par l'humanité. Et juste pour un petit aparté, les raisons de leur capacité très multiples, et vous avez tous, je suppose, pu les mesurer, restent encore assez mystérieuses. En gros, l'idée, c'est passage à l'échelle de ce qu'on faisait avec les systèmes BERT, etc., de langage à la fin des années 2010. Ce passage à l'échelle, qui a été le pari d'OpenAI, a permis d'obtenir ces performances absolument incroyables et très multiples. Alors, modèle de fondation. Donc, en fait, ces systèmes-là, en fait, en gros, ils marchent sous deux phases. Il y a un modèle de fondation qui est appris sur ces données massives, indépendante du domaine, et puis souvent, quand vous voulez l'appliquer sur un domaine, ou vous êtes une entreprise qui veut être un peu frileuse sur le partage de ces données, vous allez adapter ce modèle de fondation à vos propres données ou à vos propres besoins. Et deux questions se posent. Qui fait ça, cette adaptation, et quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, pour nous, la question qui peut se poser, c'est qu'évidemment, ces modèles, ce n'est pas si simple que ça, d'abord de les construire, ça on y reviendra, ces modèles de fondation, mais même l'adaptation n'est pas si simple. Et par exemple, Mistral AI, en France, est un fournisseur de produits qui, justement, se dit « je ne vais pas forcément faire un bon modèle de fondation, mais par contre, je vais être bon sur l'adaptation et la spécialisation à un domaine ou à une entreprise ». Et puis la question pour nous, c'est finalement en agriculture, il y a des acteurs et des points de vue très divers, on l'a vu depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette adaptation? Comment on va la réaliser? Alors, je vais revenir aux deux questions que j'avais évoquées avant. J'avais dit les LLM, donc les grands modèles de langue, apprennent à prédire le token suivant. Comment elles le font? Donc, elles apprennent des régularités sur des bases de données immenses. Et évidemment, la question, c'est ces bases de données, elles ont des biais, forcément, ne serait-ce que parce que, bon, on a plus ou moins choisi, mais à part Wikipédia, qui représente en gros 3 à 4% de la source de ces données, tout y vient. Et donc, c'est biaisé par tout ce qui peut, enfin, bien ou mal. Et puis, il y a une chose qui est très peu soulignée généralement, c'est que ça encode d'une certaine manière, dans ces milliers de milliards de paramètres, numériquement, ce qui a été exprimé par l'humanité. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est connaissance implicite ou tacite, et qui sont si importantes pour nous, à la fois dans nos activités et nos interactions sociales, mais elles n'ont pas été exprimées numériquement généralement, peut-être dans les romans. Mais en tous les cas, assez peu, par exemple sur l'agriculture, si je prends le domaine de l'agriculture. Donc là, il peut y avoir un manque, et on y reviendra. Alors, évidemment, quelque chose qui est très souvent souligné, c'est la fiabilité des réponses. Bon, vous savez tous, ChatGPT ou d'autres systèmes de ce type-là, ils sont comme des préados qui savent tout. Donc, ils savent beaucoup de choses, c'est vrai. Ils font toujours comme s'ils savaient, c'est un problème. Ils sont très bons en général, mais quand ils se trompent, ils peuvent se tromper énormément. Ils peuvent être illogiques et ils manquent de bon sens. Alors, si je reviens là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment qu'il n'y a pas de notion de vérité dans ces modèles. Ils ne font que chercher à prédire un token. Donc, ils sont effectivement, d'un certain côté, des perroquets stochastiques, même si c'est certainement très limitatif comme point de vue. Et puis, la deuxième chose, ils n'ont pas de bon sens. Et en ce moment, il y a donc des travaux qui se lancent sur ce qu'on appelle les Large World Models. En particulier, Yann Lequin, qui va monter son entreprise à Paris. Paris, là-dessus, il dit, en analysant, cette fois-ci, des images, des flux vidéo, par exemple, on va apprendre comment fonctionne le monde numérique. Et on va se construire un bon sens, finalement, physique à partir de là. Mais en tout cas, pour le moment, ça n'existe pas encore. Ça va sans doute venir. Alors, si je viens maintenant dans le numérique, dans le monde agricole, là, je ne vais faire qu'un transparent qui résume ce qu'on a déjà dit et puis que tu avais résumé à nouveau. Il y a donc beaucoup d'outils connectés. En tous les cas, on l'a vu en particulier en élevage, un peu moins en agriculture végétale. Les facteurs positifs, on l'a dit, c'est le gain de temps, le confort de travail, l'attractivité. Et les freins, interopérabilité,
la souveraineté, à qui appartiennent les données, effectivement, pour quels usages, le coût et effectivement la disponibilité des liaisons Internet. Alors, qu'est-ce qui change avec les LLM par rapport à ces problèmes-là? Bien, à nouveau, c'est multimodal en entrée et en sortie. Je peux mettre du texte, de la parole, des images. Ça peut combiner des sources de formats très différents. J'en ai fait l'expérience en télédétection, on met du texte, on met des images qui viennent de capteurs complètement différents et il arrive à en faire quelque chose. Il y a une interaction naturelle en langage, naturelle avec des dialogues, et bientôt, ça revient aux large world models, on pourra leur demander d'effectuer des opérations dans le monde physique. Donc déclencher un capteur, aller faire quelque chose. Et donc tout ça, d'un certain côté, c'est un système d'exploitation universel. C'est ce qu'essaye de vendre Sam Altman depuis maintenant 1 an environ. Il dit, ChatGPT évidemment, ou les autres de ce même type, ça va être l'ultime système d'exploitation qui va exister. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir avec eux de manière complètement naturelle, de manière impromptue, continue, et ils vont être capables de s'adapter à des formats différents et de commander des effecteurs très différents. Alors, est-ce que c'est la réalité ou pas? C'est vrai que d'un certain côté, c'est assez séduisant en tous les cas comme image. Bon, on va aller aussi certainement vers de véritables assistants numériques. Donc là, c'est assez basique. Recherche d'informations techniques, aide au diagnostic, conseils personnalisés, on l'a vu tout à l'heure. Simplification administrative. On a souligné ce matin le fait que remplir plusieurs fois le même formulaire, c'était vraiment quelque chose que, évidemment, personne n'aime faire. Donc, on va aller vers ça. Alors, évidemment, les questions qui se posent, c'est la dépendance qu'on va éventuellement pouvoir avoir vis-à-vis de ces outils-là. Une dépendance au niveau des personnes, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir un enrichissement des compétences ou au contraire un appauvrissement et une perte de compétences. Et puis même au niveau global, est-ce qu'on va être dépendant des très grands acteurs de l'IA, les GAFAM, ou bien, si on prend le point de vue agricole, des grands groupes agroalimentaires qui pourraient finalement dire c'est nous qui allons faire le système que tout le monde va utiliser, ou des super coopératives éventuellement, d'ailleurs à l'échelle supranationale éventuellement. Donc, voilà, évidemment, c'est une question évidemment essentielle. Alors, rapidement, il me reste encore... Bon. Quel desiderata? Alors là, ce que j'ai mis en vert, c'est essentiellement ce que l'on sait faire à peu près. Donc, on a des systèmes prédictifs, comment le monde va évoluer, les maladies, le climat, évidemment, c'est un sujet de recherche. Quelles seraient les conséquences de telles actions? Donc ça, c'est ce qu'on voudrait avoir, c'est des desiderata, mais relativement bien, atteignables, voilà. On veut avoir des systèmes attentionnels, c'est-à-dire qui puissent nous dire, étant donné un but ou un monde complexe, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui peut être ignoré. On veut des systèmes prescriptifs. Alors là, ça peut paraître simple, elle a la décision, contrôle, mais prescriptif, ça veut dire je sais sur quel levier je peux jouer. Et ça, en fait, sous ce mot-là, il y a causalité. Et en fait, honnêtement, sur la causalité, on en est loin. Corrélation n'est pas causalité. Donc là, il y a tout un champ de recherche qui commence à mûrir, mais qui est loin de pouvoir nous donner des outils vraiment prescriptifs. Donc je l'ai mis en vert, mais j'aurais sans doute pas dû. Et puis, il y a cette interopérabilité. Bon, là, je l'ai mis aussi en vert parce que, encore une fois, on peut imaginer que ces modèles génératifs, ces grands modèles de langue pourraient servir de système d'exploitation universel, mais ça reste évidemment à construire et à vérifier. Et puis, il y a des choses finalement assez simples qu'on ne fait pas bien pour le moment avec ces systèmes, des grands modèles de langue. C'est comment être capable d'estimer des incertitudes. Donc, ces systèmes, ils ne sont absolument pas prudents dans ce qu'ils vous affirment. Et en particulier, ils vous donnent des prédictions ou des recommandations absolument sans vous donner à quel point c'est incertain ou peu fiable. Et donc ça, c'est important. Parce que le système ne le sait pas lui-même. En fait, il ne fonctionne pas comme ça. Alors, on pourrait éventuellement imaginer que ces systèmes-là fassent des sortes de simulations, et puis ensuite, du coup, calculer une incertitude. Alors évidemment, comme ces modèles sont très coûteux, on pourrait se dire ça va coûter très cher. Mais récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui était un spécialiste d'ordinateur quantique qui me dit « mais c'est exactement ce qu'un ordinateur quantique pourra faire ». Alors, reste à savoir si ces ordinateurs quantiques vont arriver prochainement, mais un ordinateur quantique, c'est ce qu'il fait. Et il va pouvoir déclencher plein de simulations et vous donner des incertitudes. Donc, pourquoi pas avoir. Ce n'était pas dans le scope de cette table ronde aujourd'hui, mais voilà. Alors, capable de raisonner à différents niveaux d'abstraction et de granularité. Là, on y va aussi, puisque vous savez maintenant que ces grands modèles de fondation et de langue ont atteint le niveau médaille d'or aux Olympiades de mathématiques. C'est-à-dire qu'on est capable de
combiner à la fois ces modèles de fondation et des modèles de raisonnement, ou du moins de recherche dans des graphes. Bon, donc, la capacité de raisonner peut être aussi, mais évidemment, en maths, c'est beaucoup plus simple qu'en agriculture, mais, parce que c'est beaucoup plus formalisé, etc. Et puis, on a des langages qui permettent de dire si c'est sûr ou pas, mais bon. Et puis, capable d'aider à mieux comprendre et à progresser. Alors, question, on l'a vu, souveraineté des infrastructures numériques. Les modèles sont gigantesques, les données à utiliser le sont également. Donc forcément, on passe à une échelle complètement différente. Il n'y a que quelques acteurs qui, pour le moment, peuvent faire ça. Et donc, c'est une question de souveraineté. La souveraineté des acteurs, bon, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? On l'a vu en particulier sur les données, mais les institutions, les États et l'Europe en particulier. Et puis le coût environnemental, on pourrait y revenir, peut-être surévalué d'un certain côté, mais bon. Et pour terminer, comment penser ce changement? Alors, quand on m'a donné cette commande de dire qu'est-ce que font les LLM en agriculture, enfin, des LLM dans les champs, je me suis dit, mais pourquoi on me demande ça? En quoi suis-je compétent là-dessus? Et je ne sais pas. Bon. Et en tous les cas, comment penser cela? Et en général, il est beaucoup plus facile de penser qu'une nouvelle technologie va permettre de ne pas changer. D'un certain côté, c'est ce qui permet l'adaptation du GPS. On l'a vu, c'est beaucoup plus facile, mais finalement, ça ne change pas fondamentalement les choses. Et les nouvelles technologies ont toujours été pensées au début dans l'ancien paradigme, c'est-à-dire par exemple le cheval vapeur, bon, où les métiers à tisser, c'était les premiers systèmes où on a programmé les métiers à tisser. Là, on est face à une révolution qui est comparable d'un certain côté à l'Internet, qui est apparu en 1996, et personnellement, je n'avais absolument pas imaginé en 1996 tout ce que ça allait donner. Je me disais, moi j'étais un chercheur, j'avais déjà des réseaux sociaux, j'avais déjà des forums, j'avais déjà le mail, etc. Je me disais, bon, bah, ok, il y a l'interface, et alors? Et ça a tout changé. Et là, je pense que les LLM, c'est pareil. L'exposé que je vous fais aujourd'hui, on va en rigoler dans 5 ans, et je ne dis pas dans 10 ans. Merci à vous. Un grand merci. Un exposé interpellant qui, j'imagine, vous interpelle. Ça y est, il est au taquet. Qui réagit ou qui souhaite réagir? Il y a quand même pas mal d'outils qui semblent commencer à se déployer pour le conseil agricole. Je pense notamment à un outil qui a remporté un concours là, du négoce agricole qui s'appelle NegoSup, qui vise justement à augmenter le conseiller. Et puis, où en gros, on voit cette IA comme une interface qui permet de puiser dans un certain nombre de données et de contextualiser, c'est exactement ce qu'on disait, on va dire une connaissance par rapport à la situation que je rencontre. Et puis il y a aussi peut-être tout ce qui concerne l'IA générative comme outil de génération de nouveaux modèles agroécologiques. Est-ce que ces deux approches se recoupent? On parle de la même chose ou est-ce que cette dichotomie, elle est, on va dire, c'est moi qui y pense, ou est-ce qu'elle est réelle et concrète? Ma question était un peu bizarre, mais je pense que tu as compris globalement ce que je voulais dire. Alors déjà, la première question là, sur le conseil agricole, c'est vrai qu'on l'a, je crois, évoqué ce matin. Une des questions qui se pose, c'est de savoir si on va avoir des modèles finalement spécialisés, ou si finalement les grands modèles de langue vont finalement l'emporter. Puisqu'on a déjà dit ce matin sur les réseaux sociaux, finalement, c'est les réseaux sociaux généralisés qui vont gagner. Et là, je m'interroge et j'ai l'impression qu'à part si on veut être souverain sur les données et ne pas partager les données, donc on va vouloir d'un certain côté déporter le système et le spécialiser pour nous et ne pas partager ce qu'on va en faire. Autrement, mon diagnostic, c'est que c'est les systèmes totalement généraux, universels, qui vont l'emporter. C'est-à-dire qu'on pourra leur poser des questions sur n'importe quel. Mais est-ce qu'on ne va pas utiliser ces systèmes généraux pour développer des modèles plus spécifiques? La question, c'est de savoir est-ce que ça va être rentable d'un certain côté. Parce que il y a 2 jours, j'ai posé, par exemple, sur la dermatose nodulaire, des questions à ChatGPT. C'était absolument excellent. J'avais dit, je suis un agriculteur français, j'ai posé des questions, etc. C'était excellent. J'ai vérifié ensuite les sources et tout. C'était très bon. Est-ce que j'avais besoin d'un système spécialisé, finalement? C'est une question que je me suis posée. Donc là, il y a et alors, évidemment, ça pose des questions après, à nouveau, de souveraineté et de développement. Qui va développer ça, etc. Alors, après, tu parlais des systèmes qui vont pour avoir de nouveaux modèles. Enfin, je pense que notamment, si on parle de l'agroécologie, le corpus de données à mobiliser pour réellement faire de l'agroécologie et pas seulement de l'optimisation d'intrants, ce qui est déjà super, hein, mais qui est insuffisant pour un certain nombre d'acteurs. Est-ce qu'on a les bons modèles et est-ce qu'on a les bonnes données les bonnes données peut-être,
mais les bons modèles pour penser du conseil et orienter les pratiques, voire même modéliser des systèmes demain? Alors, ça, honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup aimé la question de Jean-François Monod tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est quand on peut interagir avec eux et avoir des idées qui nous permettent de sortir du cadre. Et je pense que ces systèmes, au moins pour ça, ça peut être très... Moi, je l'ai fait même dans mes recherches sur des domaines où je me disais, bon, là, il ne va rien me sortir tellement je suis spécialisé sur... Eh ben, je l'ai interrogé et ça m'a donné des idées. Et alors, je ne sais pas si ça ira jusqu'à définir de nouvelles pratiques, mais après tout, ils n'ont pas vocation à se substituer à nous, mais simplement déjà de pouvoir interagir avec eux. On pourrait se demander d'ailleurs si une IAG ne pourrait pas être un interlocuteur automatique. Dans les réseaux sociaux, il y aurait une IAG en plus des autres qui interagirait. Voilà. C'est Grok sur X, c'est un peu ça. Hein. Oui, alors je me méfie de Grok, mais pourquoi pas. À juste titre. À juste titre. Ouais. Et juste, je rebondis là-dessus, ça t'a pu te donner des nouvelles idées parce que tu avais par ailleurs peut-être une capacité de discernement et une capacité d'architecte de l'interaction avec cette IAG. S'il n'y a pas ces deux qualités, peut-être que on sera tous simplement créatifs. Je sais que tous les enseignants ici avec moi sont concernés par la même chose, c'est-à-dire comment faire que les étudiants continuent à faire des efforts et à prendre la première marche qui est tellement facile à franchir avec ces systèmes-là. Évidemment, et si après on n'a pas franchi cette première marche et si on n'est pas compétent, ça devient un vrai très très gros problème. Donc ne devenons pas tous idiots à cause ou grâce de l'intelligence artificielle. Corentin, tu as une petite réaction. Et après on passera à la suite. En tout cas, le message a été transmis aux étudiants présents dans la salle. Ne soyez pas flemmards. Merci pour la présentation. Moi, ce que j'ai pas trop entendu, c'est le fait que, moi, quand je discute avec des gens, je vois beaucoup de gens qui sont inquiets par l'arrivée de cette intelligence générative-là. Est-ce que, du coup, c'est pas aussi l'occasion que chacun essaye de se re-questionner sur son véritable positionnement? Enfin, je pense qu'il y a des métiers qui vont clairement être balayés. Là, tu parlais de conseil augmenté, mais en fait, déjà actuellement, le conseil stratégique aux agriculteurs, il n'y a quasiment personne qui est capable de le faire. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas l'occasion de se dire, bon, du coup, finalement, où est ma place dans cet écosystème agricole avec, du coup, des LLM qui pourraient arriver? Oui, ça rebat les cartes. Oui, bien sûr, je partage complètement ça. Après, quand on dit que les gens ne sont pas habitués, qui n'utilise pas un de ces outils-là maintenant, quoi. Je pense même, je connais des agriculteurs, ils les utilisent continuellement, pas forcément pour l'agriculture d'ailleurs, mais ils les utilisent dans leur vie quotidienne. Donc je pense que justement la facilité d'accès, il n'y a pas de problème là-dessus, effectivement. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait et leur positionnement, c'est un peu la question qui m'était posée. C'est les LM dans les champs, jusqu'à quel point là, je suis incapable d'y répondre en tous les cas. Mais c'est la question. L'avantage de cette technologie, je pense, c'est qu'elle pose cette question-là. Un grand merci, Antoine, pour là aussi ces éclairages, à la fois ces enseignements, mais aussi ces questions qui restent à creuser.